Le face-à-face, rarement, peut-être même jamais, le ton n'avait été aussi ferme entre Américains et Israéliens. L'équipe Obama est sur le départ, alors elle n'hésite plus à dire ce qu'elle pense depuis longtemps, à savoir la colonisation est un frein à la paix. Vendredi, pour la première fois depuis 1979, les Américains n'ont pas opposé de veto à une résolution qui condamne justement la colonisation en territoire palestinien. Et hier, John Kerry en a remis une couche. Le secrétaire d'État américain estime que la solution à deux États est en grave danger. Alors de quoi parle-t-on précisément? Pourquoi cette poussée de fièvre entre Israël et les États-Unis? Qu'est-ce que cette résolution peut changer? L'arrivée de Donald Trump peut-elle renforcer Israël? On en parle avec nos invités. D'abord, Ronnie Broman, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Manchester, auteur d'un manifeste pour les Palestiniens paru chez Autrement, également La Discorde, écrit avec Alain Finkielkraut. Et en direct de Jérusalem, nous retrouvons Frédéric Chilot. Bonjour, merci d'être avec nous. Chercheuse en histoire, spécialiste d'Israël, auteur de La guerre du Kippour n'aura pas lieu chez André Versailles éditeur. Merci à tous les deux de participer à cette émission. D'abord, Frédéric Chilot, pour bien comprendre, l'ONU, vendredi, a condamné la colonisation d'Israël en territoire palestinien. On parle de 600 000 colons dans les territoires occupés. Oui, c'est ça, 600 000 colons dans les territoires occupés, c'est un chiffre énorme. Mais depuis 10 ans, par exemple, depuis en fait l'administration Obama, depuis les 8 ans, les 2 mandats d'Obama, il y a eu 100 000 colons de plus en Cisjordanie. Donc vous voyez, aujourd'hui l'administration Obama condamne fermement la colonisation. Elle le fait peut-être un peu trop tard. Et surtout, elle est en partie responsable de cette croissance de la colonisation en Cisjordanie. Ronnie Broman, pourquoi finalement, c'est vrai, Barack Obama a-t-il attendu aussi longtemps, finalement la fin de son mandat, pour parler publiquement et prendre position publiquement? Ça, c'est un spécialiste de la politique intérieure américaine qu'il faudra le demander. Moi, je ne peux que faire des suppositions. Les difficultés avec le Congrès, les tensions avec le Congrès étant ce qu'elles sont, Obama n'a sûrement pas jugé utile de se confronter à celui-ci. Il faut savoir que le lobby pro-israélien, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs le lobby de l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire AIPAC, est extrêmement puissant aux États-Unis. En tout cas, il a une très grande influence sur le Congrès. Il contrôle en gros la Chambre des représentants et le Sénat. Et il est extrêmement difficile pour un président américain de s'opposer à l'AIPAC, c'est-à-dire de s'opposer à tous les élus qui sont financés ou sous l'influence de AIPAC, sous peine de voir dans d'autres domaines de la politique intérieure des mesures de rétorsion extrêmement difficiles à contrer. Donc il y avait sans doute un enjeu de politique intérieure. D'ailleurs, il faut toujours voir aussi les questions de politique étrangère ou de relations internationales à la lumière des questions de politique intérieure. C'est vrai également pour Netanyahou en ce moment. Mais est-ce qu'on a déjà vu un tel face-à-face hier avec le discours de John Kerry qui était quand même assez ferme entre Israéliens et Américains? Non, c'est inédit, même à l'époque de Carter. Ça ne s'est pas produit. Carter, qui était sans doute, et on l'a vu plutôt avec le recul, le président américain, disons, le plus équilibré, enfin celui qui faisait le plus droit, en tout cas, aux attentes des Palestiniens. Même à son époque, on n'a pas vu cela. Il faut dire que dans les années 70, la question de la colonisation se posait dans des termes tout à fait différents, avec quelques milliers de colons. C'est à ce moment-là que d'ailleurs que ça a commencé, mais à la fin des années 70. Donc pour Netanyahou, c'est en effet un revers politique extrêmement rude parce qu'il est le premier ministre israélien qui a en face de lui des États-Unis une administration américaine, je ne dirais pas hostile, parce que ce serait quand même aller bien au-delà de ce qui se fait, mais enfin, disons, qui le contredit. Et ça, en effet, c'est inédit. Donc il y a un revers politique interne, et je pense qu'une partie de l'agressivité, voire de l'outrecuidance dont fait preuve aujourd'hui Netanyahou, doit se comprendre à la lumière des enjeux politiques internes, c'est-à-dire des compétitions entre, disons, cette droite dure et cette extrême droite qui compose le gouvernement israélien d'aujourd'hui. Oui, Frédéric Chilot, on a du mal aussi à comprendre finalement le fossé entre ce que dit Barack Obama, sa fermeté, et puis l'aide inédite que l'administration américaine a octroyée à Israël. Je rappelle 38 milliards de dollars sur 10 ans. C'est vrai que de ce point de vue, Obama était le meilleur allié, le plus grand allié d'Israël depuis bien longtemps. 38 milliards de dollars, une aide militaire sans précédent. Mais il y a à la fois les relations bilatérales et puis il y a la question du processus de paix. Et de ce point de vue, la résolution du Conseil de sécurité ou bien le discours de Kerry hier
étaient un petit peu des discours testaments ou bien la résolution de la dernière chance. C'était une façon pour l'administration Obama de marquer le pas sur sa politique et de montrer qu'il était résolument opposé à la colonisation. C'était une façon aussi de dire tout ce qu'il aurait pu faire pendant son mandat. Et je crois que ça s'explique, l'échec d'Obama s'explique à la fois par des questions de politique intérieure, effectivement. Et cette résolution aujourd'hui et ce discours de Kerry s'explique aussi par l'arrivée de Trump. Il y a eu une sorte de précipitation des événements. Depuis la victoire de Trump, la droite et l'extrême droite israélienne ont été en quelque sorte revigorées. Il a été question même en Israël d'annexer une partie des territoires palestiniens. Et donc, Obama, à la fois, veut marquer le coup et expliquer... Mais la résolution n'a rien de révolutionnaire, elle n'est même pas anti-israélienne, elle rappelle le droit international. Exactement. La résolution n'est pas révolutionnaire de la même façon que le discours de Kerry n'a rien de nouveau. Il ne fait que rappeler des choses qui sont connues, des choses qui figurent d'ailleurs dans la décision du quartet cet été. Mais c'est le fait de le marquer ainsi sur la scène internationale et le fait d'avoir levé le veto a provoqué une véritable fureur en Israël au niveau du gouvernement Netanyahou qui se sentait plutôt protégé par la victoire de Trump et son arrivée dans 23 jours. Vous savez qu'en même temps, Trump et Obama se livrent à une course, une sorte de rivalité sur Twitter pour l'instant, puisque au même moment où Obama fait cette résolution que le Kerry fait ce discours, eh bien Trump argumente sur Twitter et annonce que sa politique sera tout à fait révolutionnaire et qu'à partir du 20 janvier, le monde ne sera plus comme avant. Avant d'évoquer Donald Trump, parce que c'est un facteur central, j'imagine, Ronnie Broman, est-ce que finalement Barack Obama a raté le coche au Proche-Orient? On le voit ici avec la Syrie. Aujourd'hui, les Russes, les Turcs négocient un cessez-le-feu sans les Américains? Oui, indiscutablement, Obama, dans sa volonté de se retirer du Proche-Orient, volonté d'ailleurs qu'on peut quand même comprendre, étant donné les dégâts que les États-Unis ont provoqués dans cette région du monde, on comprend qu'il est envie de s'en retirer. Mais enfin, force est de constater que c'est en effet un échec politique, puisque les États-Unis étaient considérés comme, disons, le recours, la puissance sur laquelle on pouvait s'appuyer, celle qui, du haut de sa force, pouvait garantir la paix entre des ennemis qui se guerroient depuis longtemps. Bon, là, il faut faire le deuil de cela. Mais je pense qu'il faut... disons, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Chilot, c'est un testament, et on ne voit pas qui va l'exécuter d'une certaine manière. Mais tout de même, je veux dire, le discours de John Kerry, et la résolution, je pense que la vigueur de la réaction israélienne ne peut se comprendre que dans l'association entre les deux. Le discours de John Kerry tout seul n'aurait pas sans doute fâché à ce point Netanyahou s'il n'y avait pas eu la levée de ce veto et donc l'autorisation donnée à une critique, disons, onusienne d'Israël. Mais c'est précisément cette résolution qui pourrait ensuite donner lieu à d'autres résolutions un petit peu plus précises, c'est-à-dire qui ne seraient pas fondées sur des demandes négatives, comme par exemple l'arrêt de la colonisation, mais des demandes positives, comme la demande d'un tracé de frontières. Il faut quand même qu'Israël, à un moment, finisse par stabiliser sa frontière. C'est le seul pays qui n'a pas de frontières stabilisées dans son pourtour immédiat. Qui n'a pas de frontières stabilisées, pardon. Donc, il pourrait y avoir des résolutions, disons, plus dures qui viennent, et surtout... éventuellement, avant le 20 des janvier. sanctions. Non, pas avant le 20 janvier. Disons, il y a une étape avant le 20 janvier, qui est la conférence de Paris, le 15 janvier, à laquelle les Israéliens ne vont pas participer, comme on sait, mais qui va sans doute être aussi un moment, disons,
d'avancer vers peut-être une prochaine résolution de l'ONU, celle dont je parlais à l'instant. En tout cas, c'est ce qui est, disons, dans les tuyaux, c'est ce qui est possible à envisager. Et cela pourrait déboucher sur des sanctions qui ne seraient pas universelles, qui ne seraient pas onusiennes, mais qui pourraient être adoptées. Il y en a déjà, d'une certaine manière, avec certaines interdictions faites par l'Union européenne ou certaines entreprises qui ne veulent pas investir dans les territoires, ou la demande d'étiquetage des produits qui viennent des territoires. Non, on sent, l'étau se resserrer, même si c'est mou, même si c'est lent. On sent que les choses vont mal de ce point de vue-là. Et Israël n'a jamais été aussi isolé sur la scène internationale. Ajoutez à cela le fait que le public juif israélien, la population juive israélienne est de plus en plus éloignée. On le voit à mesure que les générations arrivent. Les plus jeunes se sentent de plus en plus loin d'Israël, son côté ethnocratique, ce racisme pratiquement revendiqué de la part de ses dirigeants, cette stratégie, cette politique d'occupation qui est humainement et politiquement Ce racisme ou ce indéfendable. nationalisme ? Pardon ? Ce racisme ou ce nationalisme plutôt ? Mais les deux se confondent. Parfois, on voit des déclarations racistes, par exemple, selon lesquelles les Arabes peuvent pas avoir. On ne peut pas faire fonctionner la machine à détecter les mensonges parce que les Arabes ne font pas la différence entre la vérité et le mensonge. On a vu c'est d'ailleurs Ehud Barak qui disait cela. Mais il y a des considérations racistes qui sont ouvertes. On peut faire des sondages en Israël pour demander si on est pour ou contre, enfin demander au public s'il est pour ou contre l'expulsion des Palestiniens. Enfin, est-ce qu'on imagine ici faire un sondage pour dire est-ce que vous êtes pour ou contre l'expulsion des Auvergnats ou des Juifs de France. En Israël, ça se pratique. Ce sont toutes ces choses-là qui sont de moins en moins audibles pour un jeune public américain qui s'éloigne de plus en plus. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Benjamin Netanyahou, je sais que c'est pas évident, Frédéric Chilot, le Premier ministre israélien dit que la question des colonies est accessoire. Il dit que ce n'est pas la raison du conflit avec les Palestiniens. La raison, dit-il, c'est que les Palestiniens ne reconnaissent pas Israël comme État juif. Il est dans le déni ou il y croit vraiment ? Je pense qu'il y croit vraiment. Le gouvernement Netanyahou a toujours dit que les colonies n'étaient pas un obstacle pour la paix, que le véritable problème, c'était des questions de sécurité, c'était le problème de la violence palestinienne. Et vous savez qu'en Israël, il y a eu tout de même l'intifada des couteaux pendant plusieurs mois. Chaque jour, le Shin Bet met au jour un nouveau complot, une nouvelle tentative d'attentat en Israël. Et puis, le gouvernement Netanyahou aussi considère que l'autorité palestinienne devrait reconnaître Israël comme État juif. C'est même quelque chose qu'il souhaiterait obtenir avant toute négociation. La reconnaissance d'Israël comme État juif, c'est l'assurance qu'Israël aura toujours une majorité juive et qu'il sera toujours reconnu comme État juif par les Palestiniens. Autrement dit, que les Palestiniens ne demanderont pas un retour de tous les réfugiés. Or, vous l'avez vu dans la déclaration de Kerry. Kerry revient sur tous les paramètres que l'on connaît et il est question, évidemment, d'un compromis sur le retour des réfugiés. Or, les Palestiniens ont accueilli ce discours lui faisant un très bon accueil, à ceci près qu'ils refusent des compromis sur le retour des réfugiés. Et les Palestiniens ont expliqué que Kerry n'allait pas assez loin sur ce sujet. Donc c'est là un vrai point d'accroche entre les Palestiniens et les Israéliens. Je voudrais revenir aussi sur ce que disait Ronnie Broman. Il a tout à fait raison, Israël est isolé, n'a jamais été aussi isolé aujourd'hui. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'Israël aujourd'hui a établi des relations diplomatiques avec de très nombreux pays. Netanyahou revient d'une grande tournée en Afrique. Eh bien, ça ne lui a rien apporté, puisque vous avez vu, le Sénégal a voté et a été le promoteur de cette résolution au Conseil de sécurité. Netanyahou a fait également de grandes avancées dans la diplomatie avec les pays sunnites, et il pensait être plutôt protégé de ce côté-là. Il s'est aussi rapproché beaucoup de Poutine. Et c'était là...
on comprend l'immense déception d'Israël, sa frustration après ce vote à l'ONU. Le roi est nu, en fait, et on a vu que tous les pays du Conseil de sécurité, tous les États membres avaient voté en faveur de cette résolution. Israël n'a pas pu compter sur ces grandes alliances stratégiques qui ne sont en fait que des alliances temporaires contre l'Iran notamment. Et ça pourrait peut-être changer le 20 janvier avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Merci beaucoup Frédéric Chilot d'avoir été en direct de Jérusalem. Merci à vous Ronnie Broman pour votre intervention dans ce débat. Tout de suite, c'est le journal.